Alors bonjour Nicolas, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Et Salut Sylvain, ça me fait plaisir d'être là avec ouais, toi. ouais, également, c'est très plaisir qu'ils aient répondu présent à l'invitation. Je suis très content, ça a apporté beaucoup de valeur aux gens qui regardent cette vidéo. Avant ça, j'ai J'espère. prévu un petit format de questions très simple, faut pas réfléchir. Voilà, tu me dis ce qui te vient en tête quand je te pose la question. T'es plus Ouais. lève tôt ou lève tard, toi? Lève tôt, carrément, carrément. L'avenir, c'est pour les gens qui se lèvent tôt. Et c'est l'expression comme ça. C'est vraiment ça. T'es plus mathématiques ou littérature? C'est étonnant parce que je mets de la littérature. Pourtant, je suis investisseur immo. Mais comme quoi. Dubaï ou New York? New York. Tennis ou New York. golf? Pardon, tennis ou Ou golf? tennis. Tennis. Oui. Plutôt club ou festival? Festival à la musique. Très bien. Plutôt jeux vidéo ou jeux d'argent? Ah, euh... ouais, c'est dur. Là, naturellement, je dirais aucun des deux. Euh, Pas le droit. aucun des deux. Aucun des deux. Seul dans un business ou à plusieurs? Je suis très solo ces derniers temps. Et pourtant, je sais qu'être à plusieurs, tu te fais avancer encore plus loin. Donc, je vais peut-être penser à la deuxième option prochainement. T'es plus terrain ou bureau? Terrain, mais carrément, le terrain, l'action Je suis d'accord. Vertical ou horizontal? horizontale. Sushi ou pizza? Pizza, carrément. Apéro dînatoire ou festin? Apéro dînatoire, c'est plus convivial. T'es plus bonjour ou au revoir? Bonjour, l'accueil, la bienveillance. Lundi ou vendredi? Lundi, ça s'annonce une semaine toute neuve, hein, plein de choses à réaliser. J'adore. Action ou réaction? Action, T'es plus efficace quand tu travailles tôt ou tard? tôt, très tôt, à 5 heures du mat, ça me va. T'es bon en amont ou plutôt bon quand t'es dans une situation d'urgence? L'urgence me va bien, même si j'aimerais toujours être préparé en amont. Stagiaire ou alternant? Stagiaire. Excel ou Word? Euh, Word, carrément, et encore Word à la poubelle, moi je suis sur Mac, donc c'est Pages. Je vois. Plutôt bourse ou immobilier? Immobilier à fond. Yes. Et plutôt achat-revente ou locatif? Ah, ça c'est dur. Je- Allez, locatif pour le côté humain et parce que c'est ce qui m'a lancé. Mais D'accord. l'achat-revente, Ouais, c'est top ouais, aussi. ouais. Donc bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'investissement en immobilier grâce à toi, Nico. Est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés? Mais carrément. Donc, je m'appelle Nico. J'investis dans des colocations atypiques. Quand je dis atypique, c'est des colocations à thème, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, il faut se démarquer. Et j'ai une particularité, c'est que j'investis à distance, puisque j'habite Paris, et je n'ai pas de CDI. J'ai jamais eu de CDI. Donc, on m'avait toujours dit l'immobilier, c'est pas pour toi. Tu n'auras pas de CDI, et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'investir. Donc, j'aime bien faire les choses atypiques, que ce soit dans l'immobilier, et en même temps avec un profil atypique. Tu vois, bon, c'est un peu ce qui dirige ma vie. Donc, on va Et dire que c'est. pourquoi t'es lancé et spécialisé vraiment dans la colocation? En fait, la colocation, si on peut revenir rapidement sur mon histoire, il y a ce côté où moi, j'étais pas dans l'immobilier. Tu vois, il y avait rien, mes parents n'avaient jamais fait d'immobilier, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et j'ai eu vraiment ce côté où j'ai eu une vie. Je suis venu à Paris, je sortais tous les soirs, je dépensais sans compter, je vivais à découvert. Moi, c'était une vie un peu bobo. Tu vois, j'ai un métier de journaliste. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé pour des émissions comme Qui veut épouser mon fils, L'amour est dans le pré. Enfin, tu vois, ce genre d'émission. Bon, c'était hyper fun. Moi, je venais de la Bretagne profonde. Enfin, pour moi, c'était la vie parisienne par excellence. Et je vivais pleinement cette vie. Mais je vivais tu vois, un peu au jour le jour.
Sauf qu'à un moment donné, tu vois, dans cette vie à crédit, dans cette vie sans thune, hein, clairement, enfin, elle était dépensée l'argent. C'est pas que j'en avais pas, c'est que je le dépensais. Je bossais avec Evelyne Thomas sur C'est mon choix. Ouais. Et tous les soirs, tu vois, je rentrais chez moi et j'avais ce côté, bon, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis retrouvé à chercher des mecs qui aiment que les blondes à gros seins. Je suis une mère de famille et je me tape les enfants, les copains de ma fille. Je me suis pas lavé depuis 3 semaines. Et tu vois, j'avais 30 ans, j'étais là, mais c'est vraiment ça ma vie, quoi. Enfin, je trouvais qu'il me manquait un sens. Qu'il me manquait un sens pour me nourrir intérieurement. Et j'ai eu comme une intuition de vouloir tout changer. J'ai quitté mon taf et je suis parti faire de l'humanitaire en Inde. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. C'était pour me sortir de ma zone de confort. C'était, tu vois, il y avait ce côté où j'avais envie de switcher mon cerveau en mode, bah, on peut faire autre chose. Et moi, c'est l'Inde qui m'a appelé et ça a été de donner de mon temps dans les bidonvilles, donner des cours d'anglais et de maths. Donc, tu vois, c'est vrai que je suis plutôt littéraire et pourtant, les maths m'ont toujours rattrapé. C'est étonnant, mais bon, ça s'est passé comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait un tour d'Asie en Asie, enfin en Asie, forcément. J'ai voyagé tu vois, au Vietnam, aux Philippines. Et même aux Philippines, je me souviens que j'ai eu un déclic parce que je suis parti, moi j'ai quitté Paris, j'avais ma carte de cinéma qui tournait, ma carte de sport qui tournait, j'avais mes crédits à la consommation pris aux banques parce que dès que la banque me proposait un crédit, j'acceptais. Tu vois, donc j'avais des crédits de 100 balles, qui tournaient comme ça. En plein milieu des Philippines, sur une plage de sable blanc avec l'eau turquoise en face de moi, ben, je reçois une notification et je suis à découvert. Je suis à découvert de 1 000 euros, alors que je suis en tour d'Asie. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère pour lui demander 2 000 euros. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. J'ai 30 ans, je fais un tour d'Asie pendant 6 mois et je me retrouve à ne pas pouvoir payer mon tour d'Asie. Ça paraissait ahurissant. Bon, ma mère m'a filé 2 000 euros et j'ai continué mon tour d'Asie. Je n'avais pas encore bien compris l'idée, tu vois. Je suis reparti en Inde, qui a été mon vrai pays coup de cœur. Et quand je suis rentré en France, il y a eu vraiment ce truc-là, mais qu'est-ce que je fais en fait? Comment je peux changer ma vie? Mais tu sais, quand tu as été élevé et que tu as eu même pas une éducation, mais que ton environnement ne te pousse pas à faire autrement, comment faire autrement quand tu es dans un moule, quoi? Et là, je pense que la vie te donne des clés et ma proprio m'a mis à la porte. Elle connaissait pas ma vie, elle connaissait pas ma remise en question à ce moment-là. Et après 10 ans de location, elle a décidé de mettre fin à mon bail locatif. Et j'avais 3 mois pour quitter l'appartement. Et moi qui vivais à découvert, qui venais passer 6 mois en Asie, qui n'avait pas de thune, hein, je suis rentré à Paris, j'avais toujours pas de thune. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et intermittent du spectacle sans CDI, comment j'allais faire pour avoir trouver un appartement locatif? Je savais que tous mes potes falsifiaient leurs documents pour pouvoir être locataire à Paris. En étant intermittent, c'était très compliqué. Et une énième conversation avec mon banquier qui me dit, mais pourquoi vous n'achetez pas votre résidence principale? Et je lui dis, mais c'est pas possible, je suis intermittent. Bah, il dit, franchement, au vu de votre parcours, vous travaillez depuis maintenant 6 ans, vous avez des contrats. Moi, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas travailler, enfin, pourquoi vous ne pourriez pas avoir un appartement. Et en me lançant sur cette piste-là, en même temps que j'encaissais encore cette idée de devoir quitter l'appartement en 3 mois, j'ai trouvé un appartement sur Paris, un petit appartement à acheter, 14 mètres carrés, à 183 000 euros dans le centre de Paris, une fortune. Et ne connaissant rien à l'immobilier, j'ai été sur Internet, tu vois, je suis tombé sur des chaînes de YouTubeurs, un peu comme la tienne, et il y avait cette question, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou faire du locatif? Moi, ça ne me parlait pas, je ne savais pas ce qu'était un notaire, je ne savais pas ce qu'était une copropriété, je ne connaissais rien. Mais j'étais dans le parcours d'un achat immobilier, en tout cas pour ma résidence principale. Et là, des gens expliquaient sur Internet, n'achète pas ta résidence principale, c'est l'erreur de ta vie, il faut faire du locatif, et puis en faisant du locatif, tu vas devenir rentier, et tu pourras aller aux Philippines en ne faisant plus rien de ta vie. Je dis ça, c'est le bon plan. Voilà, j'en fais tomber ma bouteille. Ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Bon, évidemment, les choses sont différentes, mais en tout cas, le rêve de base, ce rêve-là assez utopique m'a attiré à l'immobilier locatif. Et c'était fou parce que, imagine quand même, hein, moi, je m'étais lancé, du coup, j'avais acheté l'appartement. C'était en cours. J'avais signé les offres de prêt de banque parce que bizarrement, 2 banques me prêtaient 200 000 euros à Paris, alors que je vivais à découvert, alors que j'étais parti en Asie pendant 6 mois, donc j'avais eu 0 contrat. Je me suis dit, c'est si simple que ça. Enfin, je claque des doigts, on prête 200 000 euros.
oh, il y a peut-être un truc à faire. Donc, j'ai voulu tout annuler. Et là, la banque m'a dit, non, mais vous ne pouvez pas annuler, monsieur. On vous a signé les offres de prêt. La signature est dans une semaine. Vous ne pouvez pas. Et moi, c'était, ah, non, non, je ne veux plus acheter. J'ai décidé de faire autrement. Puis bon, il y a des règles. Hein. À un moment donné, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent de la banque. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que la vie est là aussi pour te donner des signes. Ouais. Et le notaire, 3 jours avant la signature finale de l'acte authentique, m'a appelé. Il y avait un changement dans le règlement de la copropriété. Un document avait été oublié dans ce changement de règlement de copropriété. Et en fait, il ne me l'a pas dit directement, mais j'ai vite compris parce que j'avais commencé quand même à bien travailler autour de l'immobilier et des règles. Et là, en fait, on repartait pour 10 jours de rétractation. Donc, la signature de l'acte authentique était décalée. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un recommandé. J'ai tout annulé. J'ai tout annulé contre l'avis de mes proches, de mes amis qui me disaient « T'es fou, t'es complètement fou. T'es un mec qui aime la musique, qui vit à découvert, qui est un peu bobo parisien dans le monde à paillettes de Paris. Tu nous avais déjà fait le coup d'aller faire de l'humanitaire en Inde et on m'avait déjà dit que j'étais fou parce que ce n'était pas mon domaine. Et là, on me disait, t'es fou, tu ne peux pas être investisseur IMO. Parce que les gens te mettent dans des cases. Donc, si tu es dans une case, tu ne pourras pas faire autre chose. » Et j'ai tout annulé. Je me suis formé et 3 mois plus tard, j'ai acheté ma première colocation à 15% de rentabilité et 750 € de cash flow net. Et ça a été pour moi une véritable victoire de me prouver à tout le monde quand on veut, on peut, et quand on a une intuition et une envie d'aller quelque part, eh ben, si on se donne les moyens, c'est possible. Et l'immobilier a commencé comme ça. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans maintenant. C'était à 4 ans, ok. Ouais. 2018. Ouais. Okay. Et du coup, ouais, on va en reparler un petit peu de chiffres. Du coup, cette acquisition, c'est un bien que tu as négocié Ouais, on peut carrément. En fait, cet appartement, c'était, si tu veux, moi à l'époque, il y avait ce côté. Pourquoi la colocation? Ben, très vite, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec la colocation parce qu'il y a des hauts rendements et parce qu'avec le différé d'emprunt, vraiment, donc bah, tu sais ce que c'est, hein, évidemment, mais le fait d'utiliser un différé d'emprunt et de ne pas payer son crédit avant 1, 2 ou 3 ans, ça permet, à la base, c'est fait pour les travaux, hein, pour sécuriser les travaux, mais si un investisseur l'utilise, on va dire pour le côté trésorerie, ça permet de mettre les loyers de côté. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé. Je partais vraiment du côté où moi, je n'avais pas d'argent. Je faisais de l'immobilier pour gagner de l'argent. Donc, j'ai utilisé une stratégie qui me permettait rapidement d'investir dans un appartement qui me rapportait de l'argent. Moi, c'était ça mon objectif. Faire tu sais, faire juste un locatif simple à l'année, j'ai vu qu'il y avait moins de rentabilité. Faire une division d'appartements, c'était un peu trop technique. Moi, je voulais que ça aille très vite. Donc, la colocation, pour me former, ça allait beaucoup plus rapidement. Faire du Airbnb, à l'époque, on ne parlait pas encore d'automatisation à 100%, donc il y avait un côté chronophage que je voulais pas avoir. Acheter un immeuble, l'enveloppe était trop grande et je voulais pas m'aventurer dans une ville, dans un village. Je voulais que ça reste une ville moyenne pour capitaliser sur un côté patrimonial. Donc c'est pour ça que la colocation m'a paru assez évident. Donc quand je suis parti là-dessus, j'ai trouvé un appartement qui était, alors j'ai investi en Bretagne et j'ai trouvé un appart qui est 82 mètres carrés pour 64 000 € que j'ai négocié à 64 000. Il devait être à 74 000, je l'ai négocié à 64 000. Le prix était très bas. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des villes en Bretagne qui avaient un prix très bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça a quasi doublé ou triplé. En tout cas, à cette époque-là, il y avait encore de bonnes occasions. Mais je répète souvent que l'appartement était dans une copropriété inexistante. C'était des acheteurs qui avaient acheté deux associés qui avaient acheté l'immeuble, qui ne l'ont pas exploité comme ils le voulaient et ont décidé de revendre par appart. Sauf qu'il n'y avait pas de copropriété, il n'y avait pas de syndic, les communs étaient quand même assez dégueulasses. Moi, l'appartement où je me suis positionné, franchement, c'était un taudis, ça puait les canalisations. Fallait avoir envie, fallait ne pas avoir peur. Dans une copropriété non créée d'un appartement qui pue les canalisations et qui, franchement, on pouvait se demander en termes d'humidité qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme problème, et notamment des problèmes de mérule. Donc, la mérule qui est un champignon qui peut ruiner un investissement, surtout dans le nord de la France et en Bretagne. C'était un risque pour moi d'aller là-dessus. Et c'est pour ça qu'il était si bas aussi. Donc, l'intuition. Pourquoi j'y suis allé, c'est l'intuition. J'ai foncé dessus. Il y avait 50 000 € de travaux. En fait, l'enveloppe totale, c'était 123 000 €. Enveloppe totale, frais de notaire, travaux à 50 000 € plus le bien à 64 000 €.
J'ai emprunté à 110%. Je l'ai passé en résidence principale, ça aussi. On me disait, c'est impossible. Bah, je l'ai eu sur du 25 ans. Je l'ai eu sur du 25 ans parce que la banque a considéré que j'étais intermittent du spectacle. Et ce qui était pour moi un défaut est devenu une force pour mon investissement IMO. Parce qu'elle partait du principe que mon métier pouvait bouger étant journaliste. Donc, je pouvais être journaliste à Paris, mais je pouvais bouger. L'histoire que je racontais vis-à-vis de mon investissement, tu vois, il était ouvert. Et des fois, on a l'impression d'avoir un défaut. Mais en fait, comment ton défaut, ce qui est une faiblesse pour toi, tu peux le transformer pour que ça devienne une qualité. Donc là, le fait d'être intermittent n'était plus un problème. Ça devenait une force pour avoir du 25 ans. Du 25 ans, 3 ans de report de crédit, 4 chambres dans l'appartement, 4 chambres à 400 €, donc 1600 de rentrée locative pour un crédit au bout de 3 ans de 516 €. Donc, ce qui était c'est intéressant. Et en termes de renta, combien est-ce que ça fait de renta pure? Une renta nette de 12,5, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Ouais, qui était donc très élevé. On a 15% en brut et 12,5 net. Vraiment, c'était un excellent investissement pour moi. J'étais focus sur ce que je voulais. Moi, c'était de l'argent. Donc, il y avait ce côté où j'ai été chercher une renta explosive avec un 3 ans de report de crédit. C'était vraiment, évidemment, hein, je précise quand même pour ceux qui nous écoutent, j'ai mis mes comptes à jour avant d'investir. Oui. C'est-à-dire, entre le moment où j'ai signé l'appartement et le moment où j'ai décidé d'annuler mon appart à Paris, en un mois, j'ai changé de vie. Je sortais plus. J'ai mis mes comptes à jour. J'ai tout fait pour rembourser les crédits. Je me suis démerdé là-dessus. J'avais 2500 €, 3000 € à rembourser. Bon, bah, je me suis démerdé pour rembourser cet argent-là, pour enlever J'avais 3 assurances sur mon téléphone portable. L'assurance de Darty, l'assurance Apple et l'assurance de la banque. 3 assurances pour vol et casse. Parce que à l'époque, je ne faisais même pas attention que j'avais plusieurs assurances. C'était fou quand même. Donc, j'avais 75 € d'assurance. Donc, j'ai mis tous mes comptes à jour. J'ai fait en sorte de devenir investisseur. Quand j'ai commencé mes visites, je visitais et je donnais ma carte avec mon nom marqué investisseur immobilier. C'est-à-dire que j'étais investisseur avant même de l'être. Mon énergie, c'était je suis investisseur. Parce que je partais tellement de loin, j'avais tellement la peur de visiter, d'être pas crédible, de manquer, tu vois, de me dire en fait, tu es un charlatan. Tu prends le temps aux agents IMO alors que tu sais pas ce que c'est l'investissement IMO. Donc j'ai dit, OK, c'est pas grave, tu shiftes dans ta tête, tu es investisseur. C'est ton objectif. Et en incarnant ce côté-là, franchement, ça a été très vite. J'ai fait 15 visites en 2 jours. J'étais crevé. J'ai fait 4 offres. Il y a 7 offres qui est passée. C'était peut-être le pire appart en termes de sécurité. Et je suis allé sur celui-là. Ok. Ouais, c'est pas assez. Toi, tu n'as pas eu un coup de cœur quand tu as visité le bien, même s'il était pourri, tu n'as pas eu certaines vibrations en te disant, ouais, je le sens bien. Non, c'est vraiment le hasard des offres qui a fait que tu es parti sur cet appartement. Aucun autre. Ouais. Non, pas forcément. Il y a eu l'intuition que c'était celui-là. Même s'il y a un autre où j'ai eu une offre qui était OK, était plus sécurisante, parce que justement, l'appartement était moins dégueulasse. Et bah non, j'y suis allé sur celui-là parce que mon cœur me disait d'aller sur celui-là. Mais ce n'était pas le coup de cœur de quelqu'un qui achète pour lui. C'était le coup de cœur pour mon côté investissement. Pourquoi c'était cet appart, je ne savais pas. Mais mon intuition me disait qu'il fallait que j'aille sur celui-là. Ouais, c'est excellent. Du coup, là, c'est vrai qu'on casse toutes les idées reçues, donc c'est top. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir un CELI pour emprunter. Ben, on voit que c'est pas forcément vrai. On se lance vraiment dans un truc. Voilà, on peut emprunter. Donc là-dessus, c'est intéressant. En parlant de colocation, tu sais, moi, j'ai tendance à penser que les colocations vont plutôt se faire dans des villes étudiantes. Est-ce que toi, déjà, dans cette ville-là, en Bretagne, il y avait déjà ce contexte-là? Ouais. Il y avait une ville étudiante. En fait, je ne donne pas la ville en général, mais enfin, c'est assez simple. Il y a 2 villes étudiantes en Bretagne. Et donc, c'est une de ces 2 villes-là. Et oui, voilà. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas pris un gros risque non plus. J'ai été quand même là où il y avait des étudiants. Une ville moyenne où il y a des étudiants. Mais en fait, il y en a plein en France, de ce genre de ville. Il y en a plein. Enfin,
Le Mans, Rouen, Orléans. Ouais, carrément. C'est déjà toutes ces villes à Mulhouse aussi, Ouais. Limoges, hein. Pareil, ça c'est des villes. Enfin, je sais que ça fonctionne en termes d'étudiants. C'est des villes qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas toutes petites, et pourtant, bah, il y a des universités. Justement, quand tu fais ton étude de marché, moi, à la base, je voulais pas investir en Bretagne. Ouais. J'ai quitté la Bretagne quand j'avais 18 ans. Jamais je voulais y retourner. Mais à un moment donné, bon, bah justement, mon état d'esprit a changé. Et je me souviens que ma mère, à un moment donné, quand elle a compris mon projet, elle m'a dit, tu sais, qu'est-ce qui est mieux? Acheter un appartement sur Paris où tu vas pas gagner d'argent et t'endetter, parce qu'elle avait compris mon cheminement, Ouais. ou alors finalement, est-ce que acheter un parking qui te rapporte de l'argent, ça sera pas mieux? Et finalement, peut-être que ton ego trouvera ça moins sexy, mais au final, ton projet de vie, bah, il se dessinera. Mm. Et en fait, j'ai bien aimé son image parce que moi, au début, il y avait ce côté être propriétaire à Paris, mon ego, c'est vachement bien. Et c'est ce côté, je suis journaliste à Paris, j'ai un appartement à Paris, et c'est vachement bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en Ouais. fait, parce que c'est pas mon projet de vie, ça. Mon projet de vie, ça a été, à un moment donné, quand j'ai voulu partir dans l'immobilier, c'est d'être indépendant. Et là, bah, c'était OK. Bah, à ce moment-là, on trouve une ville. Et on trouve une ville qui, de base, n'est pas sexy. Potentiellement pour les gens, quand tu parles de Mulhouse, de Limoges ou de Le Mans, c'est pas sexy comme ville. Tu as envie d'aller acheter à Bordeaux, tu as envie d'aller acheter à Lyon ou à Toulouse. Mais là, ça devient des villes qui sont plus dures d'accès, avec un prix au mètre carré plus haut. Bien sûr. Mais quand tu cherches de la renta, ben, tu vas dans des villes peut-être moins sexy où tu vas avoir de la renta parce que tu as plein de gens qui y vivent. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des entreprises. Et puis aujourd'hui, à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, on est en 2022, on sait que ces villes-là augmentent aussi, hein, petit à petit, hein. Les prix au mètre carré augmentent. Il y a de plus en plus de personnes qui y déménagent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de villes, justement, qui ne sont pas des villes sexy et qui ne sont pas non plus des villages, c'est amené à être de très, très bonnes villes pour investir. Mais je pense que la Bretagne, c'est un très très bon choix que tu as fait, hein. Toi, tu l'as fait un peu spontanément, mais c'est vrai que moi, je vois énormément de Parisiens qui vont s'installer là-bas avec le télétravail. Et Ouais. c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, ça offre même des bonnes perspectives dans les années qui viennent. Voilà, je pense que c'est un très bon choix. Et puis même au-delà, toi, tu as eu de la renta pure. Mais à mon avis, à la revente, dans quelques années, c'est un bien qui va prendre énormément de valeur. Est-ce que tu as déjà une idée un peu Oui, oui, oui. Bah, ma première coloc, donc qui est vraiment pour moi une pépite, parce que les apparts que j'ai achetés après, en général, les prix étaient plus chers. Mais cette première coloc, aujourd'hui, donc bon, bah, l'enveloppe totale était de 123 000 euros. Aujourd'hui, au minimum, je peux revendre à 223 000 euros. Je pourrais faire 100 000 de plus-value en 3 ans et demi, ouais, 3 ans et demi, 4 ans. 100 000 euros. Le prix au mètre carré, je l'ai acheté à 700 et quelques, 750, 800 euros du mètre carré. Ouais. Aujourd'hui, on peut dépasser les 2000 euros largement, 2004, 2005. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant l'augmentation des prix en Bretagne. Mais partout, hein. Je sais que mon père, il me dit les maisons, il a acheté une maison, lui, il y a 4, 5 ans, 6 ans même peut-être. Il dit aujourd'hui, sa maison, il peut la revendre le double. C'est fou, fou, Ouais. fou, fou. Je pense qu'il faut garder en tête, je sais pas comment tu le ressens, mais actuellement, je pense qu'on est vraiment dans une bulle des cryptos, bulle immobilière, bulle sociale, bulle environnementale. Donc c'est vrai que moi, je pense que le marché va commencer à corriger là, parce que je vois dans mon agence immobilière, on a de plus en plus de refus de prêts. C'est encore accessible évidemment, mais à mon avis, ça va se durcir un peu. Et je pense que le marché va un petit peu corriger dans les mois qui viennent. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, sur le marché? Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a plus de difficultés. Je pense aujourd'hui, tu vois, c'est pareil pour les personnes qui nous regardent. J'ai beaucoup de questions de gens qui me disent, en fait, l'immobilier, c'est plus possible. Et ils voient sur Internet le côté où les banques ferment un peu leur oui pour les dossiers. Ouais. Et des gens qui n'ont jamais investi me posent la question, en fait, c'est mort. Or, aujourd'hui, si tu es primo-accédant, si tu n'as jamais investi, que tu n'as pas de crédit à la conso et que tu as des comptes relativement sains, on te prête ultra facilement. Là, on va dire, j'ai plus l'expression en tête, mais on ferme pour certaines personnes
quand tu es multi-investisseur, que tu as plus de 35% de taux d'endettement, etc., etc. Mais en soi, aujourd'hui, justement, parce qu'entre-temps, bah, j'accompagne des personnes qui investissent. Moi, j'accepte que des gens qui ont un crédit, qui ont un profil où ils peuvent investir. Et en 24 heures, 48 heures, ils ont de super conditions bancaires et ils ont leur crédit, il n'y a aucun problème. Mais ils rentrent dans une case facile. Donc, je pars du principe qu'aujourd'hui, c'est facile. Tu peux toujours investir. Tu peux investir malgré la hausse du prix de l'immobilier. Il y a toujours des opportunités. Ça demande juste d'être un peu plus malin, d'être plus persévérant. Et que finalement, à l'époque où moi, j'avais fait 15 visites et fait 5 offres, et les offres, j'aurais pu les faire au prix, ça fonctionnait. Hein. J'étais rentable. Hein. Mais je voulais gagner encore plus de renta. Donc, j'ai fait des offres négociées. Mais à l'époque, des offres au prix, ça marchait. Aujourd'hui, ça va juste… Peut-être que ça ne prendra pas 2 jours, hein, de visite, ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois, voire même pour certaines personnes que j'ai accompagnées, ça a pris quasi 1 an pour qu'ils trouvent la pépite. Mais en fait, à partir du moment où ils ne lâchent rien, bah, ils trouvent ce qu'ils veulent. Et ils ont créé beaucoup d'expériences. Il y a ça aussi. C'est que pour moi, l'immobilier, c'est pas en claquant des doigts. Tu travailles, tu rencontres des gens, tu fais des visites. Plus tu visites, plus tu sais ce qui fonctionne pas. Et à un moment donné, ça devient une évidence. Mais donc, même s'il y a une hausse du marché de l'immobilier, bah, c'est se concentrer sur une ville qui aujourd'hui n'a pas explosé, tout en étant persévérant pour avoir une bonne négociation et trouver le bon agent, le bon agent IMO, mais le bon vendeur surtout, où ça va fonctionner, quoi. Ouais, moi je parle beaucoup de valorisation, c'est-à-dire trouver un bien sur lequel tu peux apporter de la valeur ou trouver un secteur sur lequel il peut y avoir de la valeur dans les années qui viennent. Donc ouais, c'est excellent. Au niveau des financements, toi tu es plus créer une histoire avec ta banque, donc fidèle à sa banque, ou bien plutôt plus on passe par des courtiers et on switch si besoin de switcher. Le tout premier bien, je suis passé par un courtier, j'avais peur. J'ai fait des conneries. Tu sais que le tout premier bien, j'ai fait tiens, j'ai perdu le mot. L'acte en main quand Ok, c'est d'accord. Ouais. quand Le vendeur qui paye en les répercute frais de les notaire. frais de notaire sur le vendeur. Ouais. Voilà. J'avais vu, tu vois, moi je me suis formé et j'ai voulu appliquer bêtement tout ce qu'on me disait de faire. On m'avait dit, ouais, tu fais de l'acte en main, ça va être super, ça va être facile. Alors déjà, d'une, c'était pas facile. Hein. Franchement, l'agent IMO qui faisait le compromis m'avait dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? C'est compliqué, etc. Et j'ai dit, si, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis, au bout du compte, je sais plus comment j'avais eu l'info, mais on m'a dit, mais enfin, pourquoi tu veux faire ça? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune complication dans ton dossier. Pourquoi tu veux compliquer quelque chose qui est simple? Donc, j'avais rappelé l'agent IMO en disant non, en fait, on fait normal. C'était un peu. Mais tu vois, c'est des erreurs en fait. Tu testes, tu essayes, ça ne marche pas. Et ben, c'est pas grave, tu changes le plan. Enfin, et finalement, je suis passé par un courtier. Ça s'est bien passé. Mais après, je suis passé, la banque finalement, pour mon deuxième bien notamment, je suis passé directement par eux et ça a été la relation avec Ouais. la banque. Et comme je le dis souvent, si vous voulez trouver un financement, n'allez pas chercher la plus belle banque de votre ville. Par exemple, moi, habitant Paris, je ne vais pas aller aux Champs-Élysées, au LCL, trouver un financement. Pourquoi? Parce que je suis une fourmi au LCL des Champs-Élysées. Ils Ouais, s'en ouais, foutent de moi. Ils ouais. s'en foutent de me financer. Par contre, si je vais dans une ville de là où j'investis, par exemple, ou une ville moyenne, je reprends l'exemple du Mans, par exemple, tu vas au Mans et tu vas dans le quartier le plus pourri du Mans et tu vas dans une banque régionale, style caisse d'épargne, par exemple, et ben là, tu vas être vu comme le Parisien qui vient avec son salaire de Paris Ouais, ouais. et qui vient enrichir la banque. Et eux, en fait, ils se retrouvent. Moi, par exemple, ma banque, quand je vais chez eux, il y a tout le temps du monde. Alors, c'est vrai que c'est toujours chiant parce qu'il y a tout le temps la queue et c'est des gens. Je comprends pas, ma carte est bloquée. Ben, monsieur, en fait, vous êtes à découvert, on est le 10 du mois, donc c'est pour ça que votre carte est bloquée. Ou quelqu'un qui arrive, ouais, je comprends pas, je paye trop d'agio, franchement, j'ai déjà pas d'argent. Et puis, ben, t'as Bibi qui débarque après et qui dit, bon, ben, écoutez, là, j'ai fait ce financement pour l'appartement, je pense à un nouveau projet. Et puis tu sors la bouteille de champagne, vraiment merci de m'avoir suivi pour le premier bien. Et puis ta conseillère bancaire, elle te regarde totalement différemment en fait. Et t'es plus la fourmi dans la banque,
tu es le lion dans la banque. Ouais. Et tu changes totalement le regard que les conseillers ont sur toi. Et puis, ils s'amusent. Un conseiller bancaire, à un moment donné, régler les découvertes, ça les fait chier. Donc, avoir quelqu'un qui va arriver et qui va te parler de financement, En fait, je les challenge aussi bah, écoutez, là, j'aimerais bien avoir un report de crédit pour faire ça. Et puis là, vous pensez qu'on pourrait peut-être faire ça au niveau du taux. Et puis, sinon, qu'est-ce que vous avez besoin, vous? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que là, dans vos objectifs annuels ou mensuels, est-ce que je peux vous aider? Comme ça, ben, c'est donnant-donnant, c'est créer une relation avec ta banque et ne pas juste prendre la banque pour un portefeuille. Et c'est ça que j'aime bien aussi créer. Moi, j'adore l'humain, hein. C'est comme avec les locataires, hein. J'aime bien l'humain. Euh, combien tu as de biens là, actuellement? Tu as parlé du premier bien. Au bout de Ouais. combien de temps tu as pu enchaîner sur la deuxième opération? 6 mois plus tard. Je Ok, venais de mettre en location, à peine même pas, 4 mois plus tard, je venais de mettre en location mon premier appartement euh, et j'achetais le deuxième en résidence principale. d'accord. Encore. Parce que ma banque m'a dit, bon, ben, j'ai dit, moi, je veux du 25 ans, c'est plus rentable. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, l'idée d'avoir vraiment du 25 ans, c'est d'avoir une mensualité la plus basse pour entrer un maximum de cash flow. Ouais, ouais, Donc, c'était cette idée-là, hein. Et c'est la banque qui me dit, ma conseillère qui me dit, ben, on va le passer en résidence principale, je pense que ça peut passer. Je dis, OK, si vous pensez que ça peut passer. Et j'avais tellement peur de l'appeler, parce que je fais tout à distance, hein. Encore une fois, moi, j'habite Paris, je fais ça en Bretagne. Je l'appelle, et puis je tremblais, je lui avais envoyé le dossier, j'avais tout bien fait comme dame, hein. Je suis carré, hein. Je me suis formé, maintenant, j'essaye de tout faire bien comme on m'a appris en soi. Donc, j'envoie un dossier ultra carré, tout propre, les photos, les machins, ça. Elle me dit, bon, bah, j'ai regardé votre dossier, ok, très bien, très bien. Elle me repose 2, 3 questions, mais elle me dit, franchement, votre dossier est très clair. Super, bravo. Puis bravo pour les travaux de votre premier appartement, c'est super, c'est super. Bon, ok. Et, euh, et puis là, 10 minutes, 10 minutes au téléphone, elle me dit, bon, alors écoutez, là, je suis un peu occupée dans les 2 prochains jours. Je pense que vous recevrez les offres de prêt dans 2 semaines. Ça vous va? Oui, bah oui, Oui. oui, 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 oui. Et donc, bien sûr, 3 ans de report de crédit, 110%, 0 euros d'apport. Magnifique. C'était assez fou, quoi. C'était plus simple d'acheter un appartement et d'avoir une enveloppe de 130 000 euros plutôt que d'aller acheter un jean à Zara. Ouais, ouais. Je trouvais ça fou. C'est dingue, dingue. Et je Et, suis et, parti sur un second bien. et là, tu t'es arrêté au second bien ou t'en as Non, combien? j'ai acheté une troisième coloc. Ouais, ok, 1 an plus tard, là, j'ai eu des problèmes. ok. Là, j'ai eu des problèmes parce que la première et deuxième coloc, j'ai eu des merdes. J'ai eu des merdes, hein, je vais pas mentir. Ouais, Petite merde d'ailleurs qui est utile si les gens sont intéressés pour faire de la colocation. Au niveau des travaux, faut penser qu'une colocation, il y a 4 personnes dedans, ou 3 ou 5 d'ailleurs, je dis 4, mais enfin, il y a plusieurs personnes. Moi, en l'occurrence, ma première coloc, il y avait 4 personnes. Je trouve un artisan, il gère les travaux, il me dit on va tout défaire au niveau de la plomberie, mais enfin ok, du chauffage. ouais, On va tout passer en électrique. ok, Tu vois, on enlève le gaz, on passe en électrique. Ok, ouais, très bien. Il trouvait que c'était plus simple. L'appartement était vraiment vétuste. Il m'a dit on va tout raser, on va tout refaire, on va tout mettre en électrique. Ok, super. Bon, moi, si tu veux, je ne m'y connaissais pas du tout, hein. Il me dit nous, on se prend sur la colonne des communs. Donc, pas besoin d'appeler EDF tout de suite. On a ce qu'il faut, nous, pour gérer au niveau électricité. OK. Les travaux avancent, ça avance bien, ça avance vite. Et à un moment donné, il me dit, bon, là, ça serait bien que tu appelles EDF pour commencer à installer ton compteur, etc., mettre en route tout ça. OK, super, pas de problème. J'appelle EDF, j'explique que c'est une colocation, qu'il y a 4 chambres, tout ça, tout ça. Et là, on me dit, bon, bah, l'idée, c'est de passer en du 9 kVA au niveau de la puissance électrique, ouais. parce que là, l'appartement est équipé en 6 kVA, et 6 kVA pour une colocation, franchement, c'est juste. Il faut au moins du 9 kVA, sinon les plombs vont sauter et la colocation ne pourra pas fonctionner en termes d'énergie. Je comprends l'idée, je me dis, OK, bon, bah, on passe en 9 kVA. Le technicien débarque, il m'appelle et il me dit, excusez-moi, monsieur, mais en fait, le compteur, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas mettre du 9 kVA. La puissance de la colonne montante n'accepte pas du 9 kVA. Moi, je ne comprends pas trop. J'appelle mon artisan et il me dit, ben, c'est la merde.
Parce que là, ça veut dire que ta coloc ne peut pas fonctionner. Ça veut dire qu'en plein hiver, si tu as les chauffages, si tu as la machine à laver, le four, le frigo, la télé, ça ne fonctionnera pas. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu appelles EDF, EDF dit, c'est pas de notre responsabilité, c'est Enedis. Tu appelles Enedis, c'est pas de notre responsabilité, c'est EDF. Ok, ils se renvoient la balle. Mais qu'est-ce que je fais, moi, du coup? Parce que là, je peux pas mettre de compteur. Qu'est-ce que je fais? C'est simple, il y a Enedis qui me disent, en gros, vu que votre colonne montante ne fonctionne pas et ne peut pas avoir cette puissance énergétique, il faut refaire la colonne montante. C'est 10 000 euros et c'est à votre charge. Oui, mais enfin, moi, je n'avais pas d'argent de base. Je faisais cette colloque pour gagner de l'argent. Donc, moi, les 10 000 euros, je ne les ai pas. Ça a été un vrai problème où tu dors pas, où tu te dis, mais comment tu fais? Je suis en train de faire un appartement à neuf que je ne pouvais pas pouvoir louer. Comment je fais, en fait? Parce que là, il y a 4 chambres. L'appartement était presque fini quand il m'a dit, on installe ton compteur. Et là, bon, on s'est renvoyé la balle. Il y a eu des courriers auprès d'Enedis. Enfin, franchement, c'était pas évident. Et à un moment donné, mon artisan, alors, je comprends pas qu'il me l'ait pas dit plus tôt, mais il m'a dit, écoute, on va installer un délesteur. Et un délesteur, c'est ce qui permet comment on va dire ça, mais en gros, ça va permettre d'équilibrer l'énergie qui est envoyée du compteur dans les pièces et dans l'électroménager et dans les chauffages, etc. Donc, on reste en 6 kVA. Par contre, en plein hiver, quand tout est en marche, les chauffages vont s'arrêter pour laisser la cuisine tourner ou la machine à laver. Et une fois que quelque chose s'arrête, les chauffages reprennent. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, ça m'est arrivé 2 fois qu'ils m'appellent pour me dire ça a sauté. Ils remettent en marche et tout fonctionne et il n'y a pas de problème. Et ce délesteur m'a coûté 400 euros, qui est quand même bien mieux que les 10 000 euros. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas l'info, en fait, tu arrives, tu réfléchis. En fait, on te dit, ouais, tu prends une colocation, tu mets plein de chambres et ça va être super, tu seras rentable. Mais tu as ce genre de détails. Quand tu n'es pas au courant, tu peux être dans la merde. Et c'est vrai que j'en ai parlé de cette histoire. J'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages en mode, je me suis retrouvé dans cette situation. Mais personne n'en parle. Sauf que c'est hyper important quand même que tu puisses avoir assez d'énergie électrique pour ton bien immobilier. Et ça, si tu ne le sais pas à la base et si tu n'y as pas réfléchi, c'est le genre de détail qui peut ruiner ton investissement. Et enfin, je trouve que c'est des points importants. J'ai eu une autre problématique justement avec ce 3e appartement. Donc, premier, ça se passe très bien. Deuxième, enfin, ça se passe très bien. La problématique, je la résous. Mais deuxième, ça se passe bien. Et 3e appartement, mon artisan n'était plus disponible. OK, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon réseau. On dit souvent, demande à ton réseau et le réseau, il est super. Oui, le réseau est super, effectivement. On me propose un mec, un artisan. J'étais pressé. Il y avait ce côté, l'appartement, il y a moins de travaux, je veux que ça aille vite. Je ne voulais pas louper la rentrée de janvier, qui était une rentrée où en janvier, je sais que dans la ville où j'investis, il y a beaucoup d'alternants, de stagiaires qui débutent à cette période-là. Donc, c'est un bon moment. Par contre, février-mars, c'est un peu plus creux. Donc, je voulais vraiment que ça aille vite. Je voulais que les travaux soient terminés pour le 15 janvier ou plus tard. Donc, j'étais pressé. On me propose quelqu'un. OK, j'y vais. Je prends le contact. Je rencontre la personne. Ça se passe bien. Le mec, je ne l'aime pas. Mais il me dit tout ce que je veux entendre. Que ce sera rapide, qu'il a son équipe, que c'est super et que franchement, l'appartement sera fait ultra rapidement. Pourtant, le mec, je ne le sens pas. Mais il y a ce côté un peu égotique de « faut que l'appartement soit terminé le plus tôt possible ». J'y suis allé et très rapidement, le 10 janvier, je me suis réveillé, il y avait les fêtes de Noël qui étaient passées. Moi, mon anniversaire, c'était début janvier, donc j'ai toujours un peu la tête ailleurs à cette période-là. Et je me rends compte que le 10 janvier, les travaux n'ont pas débuté, alors qu'ils auraient dû commencer 1 mois et demi plus tôt. Et qu'il y avait beaucoup moins de travaux. Donc, il y avait une cuisine, une salle de bain à refaire et un peu de peinture. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à faire. Et là, je me suis rendu compte, je vais abréger un peu le truc, mais que ce mec ne commencerait jamais les travaux, qu'il avait pris ma caution et que franchement, en tapant sur Internet, j'ai découvert qu'il avait une ancienne entreprise qui était en redressement judiciaire, que les avis Google de cette entreprise-là, c'était arnaque, escroc, il monte des sociétés avec sa femme, il prend la caution et il se barre.
Sauf que moi, je suis passé par une amie investisseuse qui m'a dit, vas-y, il est super. Et en me renseignant avec cette amie, en fait, elle m'a dit, oui, il m'a réparé un toilette. Quand je l'ai appelé, il est venu me réparer le toilette. Et elle me dit, mais en fait, je suis un peu en panique parce que l'appartement où il me devait faire des travaux en totalité, il n'a toujours pas commencé. Et là, je me suis énervée. Je lui ai dit, mais tu me conseilles un mec qui t'a réparé des chiottes, quoi. Enfin, en fait, il y avait, enfin, après, c'est ma responsabilité aussi de ne pas avoir vérifié, hein, toujours pareil. Mais en fait, cet artisan a réussi à arnaquer 6 investisseurs de la ville en prenant les cautions et en ne faisant pas les travaux. Par contre, il roulait dans un 4x4 flambant neuf, il avait sa maison avec piscine, etc., etc. Et je me suis retrouvé là avec un appartement, 5 500 € de caution qui était parti. Et ce côté où moi, l'appartement, il n'est toujours pas fait et on est en février. Et là, c'est comment tu prends du recul, comment tu te détaches de la situation pour savoir comment tu réagis sans être dans l'énervement, la frustration, la colère qui était là, hein, mais comment tu prends du recul là-dessus pour avancer. Parce que le but, là, c'était avancer. À un moment donné, j'ai perdu 5000 balles. Qu'est-ce que je fais? J'avais 2 choix. Soit je pars en justice et je l'attaque, soit j'avance sur les travaux. Et c'est un pote avocat qui m'a dit, écoute, justement, est-ce que on a commencé, hein, on a envoyé des recommandés, j'ai pris un pote, tu vois, qui était avocat pour que ça avance, il n'allait pas chercher les recommandés, il ne faisait rien, il ne répondait plus au téléphone, il ne faisait plus rien. Bon, j'ai décidé de sécuriser par un huissier que les travaux n'ont pas été commencés. Donc, de me sécuriser moi, parce qu'il aurait pu m'attaquer sur le fait que je faisais des travaux par quelqu'un d'autre, alors que j'ai signé un devis. Donc, j'ai sécurisé la situation et j'ai décidé de prendre un autre artisan et de terminer l'appartement. Parce que, comme a dit mon pote avocat, tu peux le condamner, ça va te prendre au moins 2 ans et tu n'es pas sûr de récupérer ton argent. Et ça a été très dur pour moi de dire, cette histoire, je la mets de côté et j'avance sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et là où j'ai du pouvoir, j'avais plus de pouvoir avec cet artisan. Et c'est vrai que j'ai décidé de laisser cette histoire de côté. Et 2 mois plus tard, mon appartement était terminé. Donc, tu vois, après, c'est des choix aussi. C'est comment tu vas te challenger par un problème. J'imagine que toi, tu as l'habitude aussi dans l'immobilier. Je ne pense pas que c'est toujours rose. Et quand tu as un gros problème, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis et comment tu prends le pouvoir sur la situation? Ouais, il faut toujours s'adapter. Moi, je conseille de toujours avoir plusieurs artisans, histoire de vraiment faire marcher la concurrence et pas se retrouver dépendant de certains artisans qui nous prennent pour des cons. Et deuxième truc, d'avoir une épargne de sécurité pour se rassurer justement en cas de problème. Voilà, ça permet d'être plus sécurisé, de moins être dans l'émotif, moins se détacher de tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux parler des services que tu proposes toi, sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu peux parler de ta chaîne YouTube Ouais. en général? En fait, si tu veux, la première colocation, j'ai voulu la rendre atypique. Je ne le savais pas à la base. On m'avait dit, il faut faire du neuf, il faut faire du beau, il faut apporter de la valeur. Très bien. Bon, l'appartement était pourri, donc j'apporte de la valeur. Ce n'était pas trop compliqué en soi de faire quelque chose de simple, efficace. Mais justement, l'appartement, je le trouvais un peu trop blanc. Et j'avais un grand couloir qui servait à rien, mais qui était la pièce maîtresse quand tu rentrais dans l'appartement. Tu avais un énorme mur blanc qui amenait dans la cuisine et c'était un grand mur blanc. Et là, j'ai eu une idée. J'ai dit, je vais faire un graphe, un tag. Okay. Et donc, j'ai pris un graffeur que j'ai trouvé sur Instagram et je lui ai dit de me faire tout le mur en graphe. Et j'ai créé la coloc pop. Okay. Tu vois, c'était cette idée de faire une coloc pop. Il y a un autre appart. Je voulais, quand je l'ai visité, je me suis dit, tiens, je sais pas, j'imagine un appartement industriel comme un loft new-yorkais. Ouais, donc, là, on est parti avec mon artisan sur un mur en briques rouges, sur un baby-foot, sur une cuisine noire avec un sol en béton. Et je suis parti du coup sur quelque chose qui était vraiment dans une ambiance new-yorkaise. J'ai un autre appart, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire… l'appartement, il y avait un beau plancher, un beau plancher, et il y avait un peu comme des appartements parisiens. Et je me suis dit, tiens, on va amener en Bretagne un côté chic. Mais en même temps, pour que ce soit un peu plus drôle, je vais amener un côté jungle. Ça marchait bien à ce moment-là. Il y a pas mal de trucs de déco à Maison du Monde, un peu partout d'ailleurs, un peu jungle. Donc, on a mis un papier peint
en noir et blanc de jungle pour ajouter un côté chic quand même, un mur gris anthracite parce qu'il y avait beaucoup de luminosité dans l'appartement. Et c'est devenu l'appart jungle chic. Tu vois, et c'est de jouer comme ça sur les appartements. Mais du coup, j'ai communiqué sur YouTube. Toutes mes rénovations d'appart sont sur YouTube du début à la fin, de l'appart dégueulasse à qu'est-ce que j'en ai fait. Et donc, en montrant ce que je faisais sur Instagram, quand tu fais des rénovations un peu atypiques ou qui sont originales, on m'a demandé comment tu fais pour investir et puis comment tu as les idées et comment tu crées ça. Enfin, il y avait beaucoup de questions sur la créativité que je pouvais avoir et en même temps sur la rentabilité que je trouvais aussi sur mes biens immo. Ouais. Et naturellement, j'ai commencé à accompagner des gens. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais créer une formation parce que je répétais toujours la même chose. Donc, le B.A.B.A, je l'ai mis dans la formation et j'ai ajouté après du coaching personnalisé parce que chaque appartement est différent. Et les gens qui ont peur, je vois qu'il y avait ce côté, j'ai besoin d'être rassuré et d'avoir quelqu'un qui me dit, OK, c'est bon, OK, c'est pas bon, et qui donne des idées aussi créatives. Parce que justement, apporter de la valeur. Ne pas faire comme ton voisin parce que de toute façon, le marché, il est ce qu'il est. Il y a de plus en plus de colocations. Donc, si tu veux sortir du lot, il faut que ta colocation, tu fasses vivre une expérience à ton locataire. Et c'est ça que j'essaye d'apporter le plus maintenant dans les appartements. Ok, c'est intéressant. Ouais, ouais. Du coup, maintenant, tu investis, tu es toujours à investir en nom propre ou est-ce que tu commences à investir sous forme de société? Non, je suis toujours en nom propre. Ok. C'est un choix. Après, c'est mon, qu'on appelle ça. Rentable. Oui, non, c'est pas mon comptable, mais après, c'est un choix personnel par rapport à ma situation. Voilà, c'est par rapport à ma situation. Je vois beaucoup de personnes qui me disent ah, mais faut faire ça. Attends, t'es en nom propre, mais attends, du coup, t'es en LMP, mais du coup, tu payes beaucoup d'impôts et ça se passe comme ça se passe comme ci. Comme je dis souvent, chaque situation est différente. Exactement. Tu vois, moi, je vis en couple, donc pareil, au niveau des impôts, c'est pas que moi, c'est à deux. Enfin, il y a plein de choses où il faut remettre dans le contexte. Et du coup, je pense que les gens qui veulent trouver un truc comme si il y avait une recette miracle, en fait, faut d'abord voir quelle est ta situation. Comment tu veux investir? Tu es en couple, tu es marié, tu es pacsé, tu vis seul, tu as des enfants. C'est quoi ton salaire? Tu as un salaire de 1 500 euros ou tu as un salaire de 6 000 euros? Tout ça va en fait dessiner ton choix fiscal en fait. Et c'est vrai que les gens ont tendance à penser que je dois faire ça ou je dois faire ci. Et pour l'instant, moi, le choix de la société n'a pas été prévu, mais j'y pense peut-être. Là, en l'occurrence, j'ai un nouveau projet qui est en train de se dessiner et la société sera peut-être une solution. Mais encore une fois, je vérifierai ça avec mon comptable, même peut-être avec un fiscaliste pour aller plus loin. Encore une fois, je pense que tu seras d'accord avec moi, la connaissance, c'est la base Non. pour pouvoir avancer sereinement, en tout cas. Ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions sur les statuts, etc. Et parfois, ça les empêche de passer à l'action, donc c'est dommage. Moi, je pense que c'est bien de passer d'abord en action en nom propre. Et une fois que tu arrives, tu finis par être bloqué. Là, du coup, la solution de la société peut être un bon effet pour essayer d'emprunter et développer davantage, quoi. Totalement, Très bien. totalement. Pour l'instant, Et il y a vraiment ce côté, tu vois, non propre. Encore une fois, moi, l'idée, c'est que l'argent ne soit pas bloqué dans une société. J'ai eu vraiment la toute base de l'immobilier, ça a été gagner de l'argent. ouais, bien sûr. Tout, tu vois, mes colocs ont dû 3 ans de report de crédit tout. Hein. Tu vois, il y avait ce côté, on rentre du cash, on rentre du cash, on rentre du cash, et ce cash, on voit ce qu'on en fait après. Et ce fantasme de vouloir être rentier aux Philippines, Ouais. et a carrément changé en fait. Ça a été tu sais, le drapeau. Je l'ai planté Ouais. sur être rentier aux Philippines. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. C'est des nouvelles perspectives. À partir du moment où tu es plus à l'aise financièrement, tes projets commencent. En fait, moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais du coup, tu crées de nouvelles connexions et cette envie de créer ça, d'essayer ça. Et en fait, tes rêves, tu as envie de concrétiser tes rêves et tes rêves, ce n'est pas d'être allongé sur une plage aux Philippines. En tout cas, mon rêve, c'est pas d'être allongé sur une plage aux Philippines et de ne rien faire. Mon rêve, c'est de créer, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est de travailler sur moi, c'est de créer des business, c'est de m'éclater avec des gens, avec des coachés, avec des clients. Enfin, ça, c'est plus du tout la même chose, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Pour revenir sur les impôts, il faut dire aux gens qui ne savent pas forcément, en fait, plus on paye d'impôts, plus c'est une bonne chose, parce que c'est la première chose que regardent les banques au-delà de la situation, c'est qu'ils vont te faire une notation par rapport à ce que tu payes comme impôt. Donc, c'est vrai que c'est plutôt aussi une bonne chose vis-à-vis des banques de payer beaucoup d'impôts, parce que ça prouve qu'on est solvable et qu'on peut lever de la dette, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour revenir sur les statuts, toi, je pense que tu fais du coup location meublée en colocation. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas trop sous quel statut tu déclares tes revenus? Alors franchement, je délègue tout. Moi, Ok. c'est vrai que ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai tout déclaré en P0I, le fameux P0I, de façon à déclarer en location meublée non professionnelle. Ouais. Cette idée justement en fait, il y avait de ne pas avoir. En fait, je fais tellement de travaux qu'en termes d'amortissement et de charges déductibles, Ouais. je suis assez tranquille. Alors, effectivement, moi, le détail, je ne le connais pas par cœur et je vois souvent ça avec lui. Comme je te l'ai dit, il y a ce côté où moi, ma zone de génie, c'est trouver une pépite, en faire quelque chose d'incroyable. Ok, ok. Par contre, l'optimisation, je travaille toujours avec quelqu'un. Et c'est là où je te disais qu'avancer seul, oui, mais accompagné, bah, ça marche aussi. Parce que toute la partie impôt, effectivement, je connais les bases. Moi, aujourd'hui, je vais voir mon comptable et je lui dis, OK, est-ce qu'on est dans le vert au niveau de mon LMNP? Par contre, là, sur mon prochain investissement, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on passe en LMP et là, on va regarder justement les problématiques de l'impôt, ou est-ce que justement, il ne serait pas mieux de prendre une société? Et à ce moment-là, le projet devient un projet différent et on voit comment on va évoluer. Mais c'est vrai que la partie comptable n'est pas la partie, moi, qui me stimule le plus et où je vais, où je connais tout sur le bout des doigts, en tout cas. Ouais, mais c'est bien, au moins tu restes focus sur ta partie, sur ta zone de génie à toi, donc c'est très bien. Ouais. En termes de services que tu proposes dans la colocation, pour expliquer aux gens que c'est vrai que location nue, on a tendance à faire un minimum de choses, et location meublée, surtout en colocation, on a tendance à rajouter des services supplémentaires pour améliorer un peu l'expérience, améliorer aussi le coup de cœur. Est-ce que tu peux parler des petits services que tu aimes bien rajouter? Tu sais, ça peut être Hmm. Netflix, ça peut être une télévision, un cinéma, voilà, ce genre de choses. Ouais. Les cafetières aussi, tu mettais pas mal de trucs dans tes Bah, colocations. ouais, en fait, encore une fois, dans l'idée de créer une expérience, il y a ce côté où les gens, il faut qu'il y ait un effet waouh quand ils rentrent dans l'appartement. Et par exemple, je mets, alors pas dans toutes les colocs, mais j'en ai deux où il y a des télés. Ouais, Et au début, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut mettre une télé dans chaque chambre? Bon, il y a quelques années, c'était un peu le truc, il faut une télé, il faut une télé, il faut une télé. Or, aujourd'hui, la plupart des gens ont un ordinateur. Et les colocataires, c'est pas, voilà, c'est pas leur, une télé en soi, ils ne s'en servent pas. Par contre, je trouve que par rapport à l'investissement que tu fais sur quatre télés dans chaque chambre, bah finalement, les gens, quand ils rentrent dans la chambre, il y a souvent un effet waouh. Surtout des personnes qui ont 19, 20, 21, qui quittent leurs parents pour faire leurs études. Quand ils arrivent dans un appartement où tu as un écran plat de 125, 140 dans le salon et qu'à côté de ça, ils ont même leur télé privative dans chaque chambre, ça ajoute la valeur en fait. Même s'ils ne l'utilisent pas, ouais. il y a quand même ce truc de ah, il y a une télé. Donc, j'ai envie de dire que la télé ne sert pas à grand chose. Elle sert en tout cas à la valeur perçue quand les personnes visitent l'appartement ou sur les photos ou sur la visite virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est important. La femme de ménage, quand tu investis à distance, est pour moi quelque chose qui peut être pas mal, dans le sens que tu vas avoir gardé un œil dans l'appartement Ouais, ouais. si tu as une bonne relation avec ta femme de ménage. Maintenant, je dis souvent attention, ne mettez pas la femme de ménage en tant que service inclus dans les services de la colocation. Parce que si pour X raison, tu perds ta femme de ménage, les locataires pourraient demander une diminution du prix du loyer. Ouais. Donc, moi, j'apporte toujours, vous avez une femme de ménage, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau, ce n'est pas inclus dans le service. Vraiment, c'est gracieusement, vous avez une femme de ménage. En tout cas, c'est juste que ce ne soit pas inclus dans le bail et qu'on ne dise pas que la femme de ménage vient toutes les semaines. Juste ne pas se retrouver dans des situations un peu où j'en ai connu des locataires un peu carrés. Ouais. C'est vrai que
Enfin, des fois, ils m'étonnent à quel point ils peuvent être carrés, justement, et où c'est bien, justement, toi, d'être carré, parce que sinon, tu te retrouves face à des gens qui pourraient négativement te la mettre à l'envers. C'est pas l'idée non plus, c'est qu'eux, ils sont carrés. Donc, si toi, tu l'es pas, voilà. Mais ça, c'est donc important à ce niveau-là. Après, Netflix. Netflix, c'est pareil, ça ajoute une valeur ajoutée. Aujourd'hui, j'ai quand même un sacré doute parce que la plupart des gens, moi, des locataires que j'ai, ils ont Netflix de base. D'accord. J'ai, alors, je ne l'ai pas fait, mais là, je me dis peut-être que ça serait plus intéressant d'ajouter Disney+. Hmm. Parce que moins de gens ont Disney+. Et ça ajoute quelque chose qu'ils n'auraient pas. Oui, c'est vrai. Bon, mais vraiment, là encore une fois, ça dépend du package. L'une personne que j'ai accompagnée a mis Netflix. Et puis, au final, quand elle a vu que tout le monde avait Netflix, elle a annulé l'abonnement. D'accord. Elle s'est dit, ça sert à rien. Donc, sur le papier, il y avait Netflix. En réalité, bon, c'était pas le cas, quoi. Ça servait pas. Après, le baby-foot, je sais que ça, c'est un truc qui marche bien dans l'effet waouh. Et puis, j'avais mis un tableau à craie. Et quand je suis retourné plusieurs fois, j'ai vu il y avait marqué baby-foot et il y avait les gagnants des équipes quand ils jouaient. Donc, je vois que ça fonctionne, que ça crée du lien dans la colocation. Après, évidemment, le confort basique, tout est là, quoi. Les assiettes, les couverts, la cafetière. C'est vrai qu'il est meublé entièrement et je meuble un appartement comme je le meublerais pour moi. Ouais. Je vais pas chez Habitat acheter un canapé à 2000 euros, hein. Ah, bien sûr. Mais ça va pas. Enfin, tu vois, un bon canapé à Maison du Monde à 400-500 euros, je vais le prendre. Je vais pas forcément prendre le canapé pourri. Pareil, c'est une autre personne que j'ai accompagnée. Elle avait vu un canapé gonflable, design, hein, très gonflable. Enfin, très gonflable. Oui, gonflable, mais design. Ça allait super bien dans un côté un peu. Bon, dans l'appart, ça allait très très bien. Ouais. Bon, bah, le canapé n'était pas du tout confortable. Au bout de 2 mois, le canapé a été crevé, hein, parce qu'un canapé gonflable, c'était pas foufou. Et ça n'a pas fonctionné, tu vois. Et il a changé et il est parti sur autre chose. Donc attention à prendre des trucs un peu design cheap qui sont pas confortables parce que ça marchera pas non plus sur la durée. C'est trouver le juste milieu. Et c'est trouver le côté. Moi, j'aime bien, tu vois, dans un appartement, justement pour amener le coup de cœur, aller chercher quelque chose. Par exemple, Ikea, c'est bien. On peut aller chez Ikea, je trouve, parce que justement, il y a un bon rapport qualité-prix, ça va fonctionner. Mais c'est d'aller prendre, tu vois, le mur en briques rouges et le baby-foot, même s'il y a du Ikea, bah, en fait, l'œil est attiré par un aspect visuel qui sera beaucoup plus percutant, tu vois, qu'une table basse Ikea. Par contre, si tout ton appartement est dans le côté Ikea, c'est pas forcément joli, c'est comme tout le monde. Et en fait, c'est aller chercher qu'est-ce qui va faire la différence, qui va pas te ruiner, mais qui en même temps sera la pièce maîtresse dans tes appartements. Ma cuisine, c'est une cuisine Ikea. Le sol, c'est un sol Roi Merlin, mais c'est utiliser une cuisine noire avec un sol couleur béton. Et j'ai mis une grande table en bois qui attire l'œil aussi. Et c'est la table en bois qui apporte la chaleur et le charme de l'endroit. Tu vois, Ouais. c'est réussir à équilibrer ce qui va apporter de la valeur et du charme contre ce qui est passe-partout et que tout le monde a chez lui. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu fais le choix sur tes locataires? Comment est-ce que tu choisis tes locataires? Ouais, ça c'est important. Bah, évidemment que c'est important, mais j'automatise au max. D'accord. Ok. J'aime bien l'automatisation et du coup, quand je finis une colocation, photos, des belles photos, visite virtuelle de l'appartement et je mets tout ça dans un Google Doc, etc. Tout est vraiment, j'ai ça sous la main. La vidéo est mise, moi elle est sur Vimeo, mais elle pourrait être sur YouTube, finalement peu importe. Mais du coup, quand quelqu'un me contacte, déjà, je vais les amener sur un Google Form avec la vidéo que j'inclus. Et la personne va répondre à des questions, elle aura la vidéo. Donc déjà, elle va savoir si elle est intéressée ou pas par l'appartement.
Ça sert à rien de visiter si la personne n'est pas intéressée. Au moins avec la vidéo, elle voit comment est l'appartement, elle sait si ça va être un coup de cœur ou si ça l'est pas, si la disposition des pièces est bonne ou que ça ne lui va pas. Et en plus de ça, moi avec le Google Form, ça me permet d'éviter de passer des échanges de mails en mode mais vous faites quoi dans la vie, mais ceci, mais cela, parce que sur une annonce, même si tu dis donnez-moi ces infos, ces infos, ces infos, ces infos, la plupart du temps, il les donne pas. Donc le Google Form, tu valides que lui est intéressé par que lui est intéressé par l'appartement et que toi, tu as les réponses à tes questions. Parce que quelqu'un qui vient pour 3 semaines, ça ne m'intéresse pas. Sauf si on est au mois de juin. Moi, au mois de juin, j'ai une chambre qui se libère, quelqu'un vient pour 3 semaines, je sais que l'été, je vais remplir sans aucun problème, donc ce sera OK. Mais c'est aussi s'adapter selon la période où tu recherches un locataire. Mais une fois que j'ai ces infos, je sais avec qui je vais rentrer en contact et avec qui je ne vais pas rentrer en contact. Je pourrais déléguer tout ça à mes locataires, ce que je fais, sauf que moi, j'ai un contact téléphonique. Je pense que c'est dû à mon métier, tu vois, de journaliste, où j'aime bien avoir les gens au téléphone. Et en 30 secondes, je sais si la personne, je vais lui faire confiance ou pas. Ok. L'artisan, je savais quand je l'ai vu que je ne l'aimais pas. J'y suis allé, mais je le savais que je ne l'aimais pas. Bon, tu vois ce que ça a donné. Les locataires, c'est pareil. En 30 secondes, je sais si la personne, je la sens ou je la sens pas. D'accord. Ça me permet de double valider sans que ça me prenne de temps, puisque j'ai déjà les réponses à mes questions. En 1 minute, je fais une conversation et je sais si j'envoie le numéro au locataire. Très bien. Et après, eux, ils font leur visite et ils font leur truc. Et ils savent que si eux, ils me disent « OK, on prend telle personne », moi, c'est bon. J'avais déjà validé son profil. J'avais déjà validé quand je l'ai eu au téléphone. Donc, ça va vite. Et ensuite, tout électroniquement, signature électronique. Tout est fait électroniquement après. Et ça ne me prend pas tant que ça de temps puisque c'est des process qui sont mis en place. Donc, il n'y a pas d'échange de mails à tout va. Je ne reste pas 20 minutes au téléphone avec les locataires et je ne me déplace pas faire les visites d'appartement. C'est les colocataires qui s'autogèrent entre eux après. Ouais, process automatisé, donc ça c'est excellent. Ouais. Avant d'avoir fait des travaux dans les biens, est-ce que maintenant tu penses que tu as réussi à développer, tu sais, la vision travaux, c'est-à-dire dès que tu vois un bien qui n'est pas forcément bien agencé, est-ce que tu as automatiquement la vision de comment tu pourrais mieux l'exploiter, on abat telle cloison, repenser tel espace, etc. Est-ce que tu penses que ça c'est un truc que tu as développé à force de faire des travaux, qui est maintenant intuitif? Ça devient ouais, presque instinctif. C'est vrai que et je dis souvent en fait aux personnes, quand tu es focus, en fait, les gens qui veulent investir et qui se disent je vais faire un immeuble et en même temps je vais quand même chercher une colocation et puis je vais quand même avoir peut-être un Airbnb. La plupart du temps, au bout d'un an, ils n'ont rien acheté. Pourquoi? Parce que ils sont. En fait, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu vas regarder sur un immeuble ou du Airbnb? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tu te formes moins sur la pratique. Et du coup, tu sais moins facilement trouver la pépite, puisque tu sais pas réellement quelle est la pépite. Au bout d'un moment, la colocation, quand tu fais que ça, bah, très rapidement, déjà, j'ai une expertise sur colocation. Attention, en termes d'énergie. C'est du 6 kVA. Est-ce que tu passais en 9 kVA? Tu appelles Enedis, tu appelles EDF. Ce que des gens ne vont pas faire naturellement. Parce qu'effectivement, par exemple, du Airbnb, tu n'as pas besoin de vérifier si tu peux passer en du 9 kVA. Si tu es du 6 kVA pour un T1, ce sera très bien, il n'y aura pas de problème. Donc, ça va être des automatismes comme ça. Et forcément, dans la démolition des pièces, il y a ce côté très classique. Je pense que beaucoup de personnes le savent aujourd'hui. À l'époque, dans les années 70-80, il y avait salon, salle à manger, des fois fermé avec des portes vitrées ou des fois ouvert. Et la plupart du temps, le salon ou la salle à manger peut être fermé, peut devenir une chambre. Et souvent, c'est des pièces qui font minimum 9 mètres carrés, donc la taille légale pour une chambre, et ça fonctionne. Ça, c'est assez classique, en vrai. C'est la partie facile. Quand on voit un appartement et qu'il y a 2 chambres et qu'on peut créer la 3e chambre en utilisant la salle à manger, c'est super. Et en plus de ça, le salon est souvent en face de la cuisine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On démolit entre le couloir, on démolit ce qu'il y a entre la cuisine et le salon. Donc, en général, il y a un couloir un peu fermé ou des fois même des portes. Tu démolis tout ça s'il n'y a pas de mur. Pardon? De mur porteur. Porteur, voilà, le mur porteur. Bon, bah, à ce moment-là, ça fonctionne et tu vas avoir ta cuisine ouverte sur ton salon. Et c'est cool et ça fonctionne.
Et c'est vraiment après ce côté-là où tu vois, transformer une cuisine en chambre. Bah, ça, c'est possible aussi. Mais c'est aussi vérifier que là où tu vas vouloir mettre ta cuisine, tu as peut-être une salle de bain de l'autre côté et tu vas pouvoir te brancher là-dessus. Par contre, si tu mets une cuisine à l'opposé de où elle était et où il n'y a aucune salle de bain, tu peux quand même te dire que ça va être compliqué parce que tu n'as aucune arrivée d'eau et ça va être problématique. Donc, il y a des choses comme ça qui se font naturellement au fur et à mesure, effectivement. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des gens, je leur dis envoyez-moi des plans, envoyez-moi la vidéo de l'appartement. Comme ça, rapidement, moi, je vais pouvoir vous dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Parce que j'ai ces automatismes que eux n'ont pas et c'est logique. Tu vois, c'est comme un placard qui est grand. Est-ce que tu peux en faire une salle de bain? Ça peut être intéressant, mais à voir si ça passe au niveau des arrivées d'eau. Ou un toilette aussi. Tu vois, le toilette, tu as une coloc de 5 chambres. Ah ben, il n'y a qu'un toilette. Bah, est-ce que tu peux faire un deuxième? Oui, oui, je peux faire un deuxième, il n'y a aucun problème. Ah bah oui, mais en fait, le diamètre de l'évacuation est trop petit. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que tu peux pas mettre de toilette. Et du coup, bah, là, ça casse un peu ton truc parce qu'une colocation de 5 chambres où tu n'as qu'un toilette, entre guillemets, tu peux avoir 5 salles de bain. Oui, mais tu peux prendre le risque. J'en ai vu hein, des colocations comme ça. Tu peux prendre le risque. Maintenant, tu enlèves le confort des colocataires. Et de plus en plus, hein, c'est vrai que je me répète, mais apporter de la valeur perçue, c'est une chose. Mais apporter une valeur, une simple valeur, en tout cas, que les personnes se sentent bien, c'est primordial, en tout cas. Deux questions très rapides. Quelle est la taille de chambre que toi tu aimes bien pour une colocation? Et deuxième question, le rapport homme-femme. Est-ce que toi tu essaies d'équilibrer ça ou tu ne regardes pas forcément ça dans la coloc? Franchement, taille des chambres, 9 mètres carrés minimum, c'est la loi, c'est la règle. Aujourd'hui, 9 mètres carrés, ça peut fonctionner. Ça dépend. Si le marché est très tendu, 9 mètres carrés avec une table, enfin un bureau, une armoire, un lit qui sera peut-être pas un lit double, mais bon, peut-être un lit de 160, tu vois. Enfin, ça peut fonctionner. Maintenant, il faut que le marché soit tendu. Par contre, des fois, on oublie souvent, la chambre, elle n'est pas grande. Par contre, tu as un placard intégré. Et le placard, il fait toute la longueur de la chambre. Bah là, je trouve que ce n'est pas un problème. Donc, c'est aussi voir quand tu es dans une chambre à quel point le marché est tendu ou pas, et à quel point, de toute façon, si tu as une chambre avec un placard intégré, bon, bah, tu as une armoire en moins, c'est pas très grave si la chambre fait 9 mètres carrés. Bien sûr, après, quand tu as des chambres de 12 mètres carrés, 11 mètres carrés, c'est très bien. Je trouve que c'est une moyenne qui fonctionne parfaitement en colocation. Après, si tu montes à 14, 15, 16 mètres carrés, bah, ça peut être vachement bien. Et si en plus tu peux rajouter une salle de bain, ça peut être du top, top, top. Évidemment, dans 9 mètres carrés, tu n'ajouteras pas une salle de bain. Mais ça peut être, tu sais, quand on parlait des services qu'on peut rajouter en plus, la salle de bain dans une chambre, ça peut être joli. Par contre, tu vois, j'ai un côté où j'ai vu des salles de bain où c'était juste un carré de douche au milieu de la chambre. Honnêtement, à un moment donné, il faut que ce soit joli, quoi. Bon, moi, l'esthétisme est très important. Tu mets pas un carré de douche pour être un carré de douche. Faut quand même, si tu peux réussir à faire un petit mur, à rendre le truc comme une chambre parentale, ça, c'est bien. Mais tu vois, il y a ce côté, t'es pas dans une chambre de bonne à Paris. Hein. Ouais, bien sûr. Et l'équilibre homme-femme, c'est un truc que tu regardes? Ouais, l'équilibre. Alors, en fait, souvent, ça, je le vois avec les locataires. J'aime bien toujours demander aux locataires comment ils ressentent les choses. Euh, quand une colocation se met en place, je suis présent. J'accueille le premier locataire la plupart du temps parce que ça, c'est un plaisir que j'ai, c'est que je reste en général 2 semaines dans l'appartement qui vient d'être terminé pour le plaisir d'être dans l'appartement, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème et aussi pour mettre en place les locataires. Et là-dessus, en général, je leur pose la question évidemment au locataire qui va s'installer pour le premier. Bon, c'est dans la conversation de savoir est-ce qu'il y a un mélange homme-femme, ce n'est pas un problème. La plupart du temps, ça pose zéro problème. Franchement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est eux qui s'autogèrent. Donc, c'est eux qui vont me dire ça. Oui, ça m'est arrivé par exemple, la coloc de 4, ils étaient 2 garçons et une fille. C'est les garçons qui m'ont dit pour l'équilibre de l'appartement, ça serait bien d'avoir une fille. Juste parce que c'était mieux. Bon, il se trouve qu'on n'avait pas trouvé de fille et j'ai demandé à la fille si ça la dérangeait d'être avec 3 garçons.
La fille n'avait aucun problème d'être avec 3 garçons. Donc, l'équilibre s'est fait de cette manière-là. Mais la plupart du temps, après, quand il y a un turnover, au bout d'un an, tout rechange. Donc, c'est souvent un moment T. Mais j'ai jamais eu de personne qui était réticent à ne pas à vouloir vivre entre que garçons et que filles. Surtout que j'ai quand même vu des choses assez incroyables, comme euh, une locataire qui était la nana la plus dégueulasse, quoi. Ouais. Et le colocataire qui me disait franchement, on essaye de lui dire, mais c'est chiant, quoi. Donc c'est pas. En plus, quand tu commences à rentrer dans les clichés, qu'un mec serait plus bordélique et que ce serait plus dégueulasse qu'une nana, aujourd'hui, j'ai des contre-exemples là-dessus. C'est pas une réalité. J'ai vécu en colocation à Londres. C'était pas les mecs qui étaient les plus dégueulasses, hein. C'était les filles, hein. La douche bouchée avec les cheveux parce qu'elles ramassent pas leurs cheveux, c'est vrai, tu vois. Et ça veut pas dire que les garçons sont parfaits, hein. Encore une fois, hein, c'est juste que ça dépend des gens. Ça dépend pas que ce soit fille ou garçon. Ça dépend des gens, de la personne. Et la durée de tes locataires, combien de temps en moyenne est-ce qu'ils restent dans tes colocations? Ça dépend. Une colocation, Grossière. J'en vois. je vais te donner 2 exemples. J'ai une colocation qui n'a pas de salon. Ok. Le turnover est beaucoup plus grand. Ok. Ils peuvent tourner en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. En 1 an, tu n'auras jamais les mêmes locataires sur 1 an. Par contre, les colocations avec salon et où il y a vraiment le confort, j'en ai certains, ils sont là depuis 3 ans. Ouais. Ouais, j'en ai certains. La deuxième, il y en a 2, ils sont là depuis 3 ans. D'accord. Fou, Ok. hein. Et dernière question, la taille moyenne qui est propre pour un appartement en colocation, est-ce que tu as un minimum de surface toi, pour se dire, voilà, ça rentre dans mes critères de ce que je vais en faire? Tu vas me dire plus de chambre douce, mais après, de ça, est-ce que tu as, un cadre, toi, Ouais, non, mais si, totalement. En fait, une colocation, à mon sens, 65 mètres carrés minimum. Des fois, on me dit 65 mètres carrés, c'est petit, tu fais que 2 chambres. Non, un appartement ultra bien agencé de 3 chambres en 65 mètres carrés, ça se fait. Ouais. Ça se fait parce que j'en ai vu. Ah ouais, ouais. J'ai un pote qui a un 65 mètres carrés, il me l'avait montré. J'avais dit, il est superbe ton appart, superbe. Tu n'as aucune perte de place. Ok. Aucune perte de place. Tu as les chambres d'un côté, tu rentres dans un salon avec la cuisine ouverte, une salle de bain de taille moyenne avec un toilette séparé. Tu n'as aucune perte de place. Et ça marche très, très bien. Donc, le 65 mètres carrés, si il est bien agencé, tu vois, des personnes vont dire ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Un 60 mètres carrés, potentiellement, c'est pas hors de prix selon les villes. Et si tu peux bien l'agencer, ben, tu peux te retrouver avec un 3 chambres et avoir de la renta. Donc, ça peut être intéressant. Il ne faut pas choper que les 80 mètres carrés, hein. Ouais, ouais. On peut descendre jusqu'à 65. Ouais, ça dépend de l'agencement. Bon, bah, c'est super. Écoute, on a apporté beaucoup de valeur là. Voilà, on est parti dans plein de directions. C'est hyper intéressant. Ça pourrait durer encore des heures, je pense. Ouais, complètement. Il y a tellement de choses à dire sur la colocation. Ouais, Parce ouais. que là, on a parlé colocation, mais on aurait pu parler co-living, avec l'idée maintenant d'avoir des maisons. Ouais. Et là, d'apporter des services où, dans la cave, tu vas avoir une salle de cinéma, par exemple, Ouais. ou tu vas avoir une salle de sport, ce qui ne coûtera pas beaucoup plus cher, hein. Enfin, je veux dire, tu te tapes pour 1000 euros d'équipement en musculation. Tu es à côté d'une fac de sport. Tu vois, ça peut faire sens d'avoir ta maison. En fait, je dis ça avec je sais pas si tu connais la Casa en région parisienne. Ouais, 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 ouais. C'est des grandes maisons en région parisienne qui ont des thématiques propres. La Casa des sportifs. Ouais. Donc là, tu as la salle de sport et tu as un coach sportif qui vient toutes les semaines. Ouais. La Casa, je crois que c'est la Casa Zen, où là, tu as des cours de méditation, tu as un jardin, tu as la Casa Bio avec le potager. Enfin, vraiment, c'est très spécifique à des gens qui vont partager les mêmes valeurs. C'est entre eux, alors je ne connais pas, je n'ai pas en tête le site parfaitement, mais tu as facilement entre 8 et 15 chambres. Okay. Les chambres, tout compris, tu montes entre 900 et 1200 euros la chambre en région parisienne. On n'est pas à Paris-Centre, hein, on est en région. Il y avait des listes d'attente pour être dans les maisons. Okay. Je te laisse imaginer 10 chambres à 1000 euros. Hein. Ouais. Alors certes, hein, tu as une maison de dingue, chaque chambre a sa salle de bain, les communs sont superbes, tu as Netflix, la télé, le cours de sport ou le cours de méditation, tu as tout ça. Mais par contre, les mecs qui ont fait ça, ils s'y retrouvent financièrement. Hein. Ils ne font pas ça que pour la gloire. Hein. Et ça marche. Hein. Et ça marche, ce genre de maison à thème.
Et de plus en plus, dans justement les villes moyennes dont je parlais, il y a ce genre de projets qui sont en cours. Et je pense qu'aujourd'hui, si les personnes veulent innover, le co-living, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire actuellement. Ouais, moi j'invite tout le monde à aller voir ce qui se fait un peu à l'étranger. Aussi, c'est des très bonnes sources d'inspiration. Et Ouais. les gens sont demandeurs de ce genre de concept. Donc, encore une fois, c'est pour ça que ta chaîne est parfaite pour ça, parce que ça amène énormément d'inspiration et énormément d'idées. Et pour amener des concepts bien finis, bien présentés. Et on voit que toi, tu es un vrai passionné. Un grand merci pour toute la valeur que tu as apportée. Je pense que là, vu qu'on a encore plein de choses à dire, ça sera un plaisir de t'interviewer une nouvelle fois. On prendra un autre sujet. Parce que c'est vrai que dans l'immobilier, moi j'adore l'immobilier, il y a encore plein d'autres choses à faire et on pourra développer ça sous d'autres formats si tu es OK. Mais avec grand, grand plaisir. Un Vraiment. grand merci Nico, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine étape. Merci Sylvain. À très bientôt. Salut.